Les amis, cette finale, on a comparé hier les 2 défenses, hein, Inter et Paris Saint-Germain. Place au milieu de terrain, aux attaquants ce soir. Commençons par les milieux de terrain, car vous le savez, un match, ça se gagne au milieu de terrain. Et dans les têtes. Et sur les détails aussi, Johan. C'est du 50-50. C'est du 50-50, exactement. Une finale, ça se gagne. Il faut la jouer surtout. Ouais. Sur le rectangle vert. Si tu viens pas au stade, c'est compliqué. Ouais. Attention de ne pas arriver en retard. Ouais. Ça peut aller très vite. Le premier qui marquera. Exactement. Prend un grand avantage. Un grand avantage. Un grand avantage, tout à fait. Alors d'un côté, parlons du milieu de terrain, le trio de l'Inter, Çalhanoğlu, 31 ans, Mkhitaryan, 36 ans, Barella, 28 ans. De l'autre côté, Vitinha, 25 ans, João Neves, 20 ans. Fabien Ruiz, 29 ans. D'abord, avant d'écouter Johan, les amis, quand on cite ces deux trios-là, par rapport à votre sensibilité football, lequel vous plaît le plus aujourd'hui? Damien, je commence avec toi. Moi, le plus, c'est le milieu parisien, par le fait d'avoir de la jeunesse, de l'insouciance aussi. Ça manque certainement d'expérience, si on fait un comparatif avec celui de l'Inter Milan. Mais pour moi, oui, en termes de jeu, en termes de mouvement, en termes de lecture aussi de jeu, je suis plus enthousiasmé en tout cas par le football produit par le milieu parisien, parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup plus de mouvement, certes peut-être moins solide défensivement dans l'impact, mais beaucoup plus beau à voir dans tout ce qui est jeu balle au pied. Elton. Alors, grand respect pour les deux milieux de terrain, mais niveau qualité de pied, je vais du côté de l'Inter. Et surtout, ce que me raconte le milieu de l'Inter, c'est que dans une ère où on aime bien parler de la jeunesse, on aime bien parler du renouveau footballistique, avoir des vieux grognards type Mkhitaryan, type Çalhanoğlu, qu'on a vu depuis X années, et même à Barella qui se rapproche de sa 30e année et qui sont à un niveau de maturité footballistique qui est pour moi incroyable, et ben moi j'ai envie d'aller du côté du milieu de l'Inter, parce que sincèrement, les voir jouer, c'est quand même agréable. Non, c'est compliqué de se positionner, parce que le milieu de l'Inter, ça fait quand même un moment qu'ils nous ont montré le très très haut niveau. C'est-à-dire que même la saison dernière, ils font une saison exceptionnelle en Serie A. Ils tombent sur une double confrontation contre l'Atlético de Madrid où ils perdent au tir au but. L'année d'avant, même si il y avait Brozovic encore cette année-là quand ils font finale contre Manchester City, mais tu as le remplacement de Çalhanoğlu qui déjà avait été innovant de la part de Simone Inzaghi. Ça fait quand même 2-3 ans qu'ils sont là, qu'ils sont en place et qui montrent que contre n'importe quelle équipe, ils sont capables d'impacter, que ça soit en déplacement, en field, dans tous les stades d'Europe. Maintenant, moi je trouve que cette année, le milieu de terrain du PSG s'est véritablement affirmé, et avec une jeunesse, João Neves qui a 20 ans, Fabien Ruiz qui est un peu plus âgé, et Vitinha qui enchaîne encore sa deuxième saison, où après la demi-finale de l'an dernier, il arrive en finale. Moi je trouve que techniquement, je préfère quand même balle au pied. Encore une fois, tout est relatif, le balle au pied. C'est une question de sensibilité, tout ça. Balle au pied, le jeu long pour moi est beaucoup plus fort côté Interiste par exemple, mais avec le ballon, il y a des choses que João Neves ou Vitinha peuvent faire notamment qui m'intéressent. Donc maintenant, de toute façon, c'est le gratin européen là, donc ça se joue à touche-touche. Hein. Ouais. De toute façon, balle au pied, Walid, tout ce qui va dépendre du balle au pied, comme tu dis, c'est vraiment dans le projet de jeu de l'entraîneur. Tu vois, quand tu vois comment ils utilisent leurs deux pistons, ils sont obligés d'avoir des mecs qui excellent dans le jeu long, par exemple, alors que du côté parisien, tu n'as vraiment que du jeu de recherche, de petites passes, d'appui-soutien. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que tu tailles sur l'Inter, sur le jeu long, mais je pense que c'est plus par rapport au projet de jeu de l'entraîneur où tu vas découvrir moi, ma sensibilité, elle va plus vers le PSG, parce que en fait, je préfère le jeu de Luis Enrique à celui de Simone Inzaghi, même si le jeu de Simone Inzaghi, ce côté un peu caméléon, me plaît aussi, dans une autre forme de football. Donc j'irai plus du côté du Paris Saint-Germain. Mais moi, en fait, le débat important, c'est qui joue à l'Inter et qui joue au PSG, en fait. C'est-à-dire que si tu inverses un petit peu les milieux, pour moi, Barella joue dans les deux équipes, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ce petit jeu-là de. Est-ce que on va jouer à ça, t'as raison. On va jouer à ça dans un instant. C'est ça qui m'intéresse. Johan, par rapport à tout ce que tu as entendu là, le comparatif technico-tactique Inter, PSG milieu de terrain, est-ce que tu es d'accord? Tu penches plutôt vers qui? Vers Elton? Bon, toi, tu vois tous les matchs de l'Inter, pas forcément ceux du Paris Saint-Germain, évidemment, mais tu connais quand même ce trio parisien. Non, mais moi, on l'a évoqué hier, Nico. Moi, je prends tous les joueurs de l'Inter, donc je ne suis pas très objectif sur le débat pour ça. Donc, je fais un pas de côté sur ce débat-là. Ce qu'il faut retenir du côté de l'Inter, c'est que le côté caméléon de Simone Inzaghi a aussi permis à des milieux de terrain de compléter leur répertoire. Et je pense à Nicolo Barella, qui était beaucoup un joueur de transition à Cagliari.
et même sous Antonio Conte, un joueur qui était excellent en projection, mais qui avait une tenue du ballon un peu incomplète, on va l'appeler comme ça. Et avec Simone Inzaghi, puisque l'Inter est l'équipe dominante clairement en Italie ces 3 dernières saisons, ça ne veut pas dire qu'il gagne tout, hein, mais c'est l'équipe la plus forte, c'est l'équipe la plus dominante en termes de qualité de joueurs, de masse salariale et de tout ce que vous voulez. Nicolo Baralla a dû améliorer son jeu de position, ses capacités techniques dans les petits espaces, et donc ça a complété le joueur. Mkhitaryan, c'est l'inverse. Il était bon en tant qu'ancien numéro 10, donc dans le côté playmaking, dans le côté créativité, et il a complété avec beaucoup de projections, beaucoup de répétitions des efforts. Vous avez un joueur comme Çalhanoğlu qui, lui, a été réinventé totalement par Simone Inzaghi, ou même si c'est Gianpaolo qui l'avait fait un peu à l'AC Milan avant lui, passé de numéro 10 à numéro 6. Et lui, il a été complété dans les requêtes de Simone Inzaghi, dans le côté grognard, dans le côté leadership, capacité à défendre, à être fort dans les duels, à s'arracher, ce qu'il n'était pas forcément. C'était un peu un beau joueur élégant, mais qui n'avait pas ce côté-là très hargneux, très duel à l'épaule, très taclé dans les pieds des joueurs adverses. Maintenant, il l'a. Donc, les requêtes de Simone Inzaghi, c'est-à-dire d'être très fort, très dominant avec les équipes plus faibles, et être en capacité de subir un petit peu plus contre les équipes qui sont plus fortes, c'est-à-dire City en phase de groupe cette saison et en finale de Ligue des Champions la saison passée, c'est-à-dire un Arsenal, c'est-à-dire un FC Barcelone, un Bayern Munich. Dans ces confrontations-là, l'Inter n'a pas le même visage que globalement elle a en championnat. Là, il s'agit de subir un petit peu plus et les joueurs sont en capacité de subir au milieu de terrain. Ce qui est dingue, c'est que tous les milieux de terrain qu'on évoque sont multitâches. Sont des joueurs qui ont joué numéro 10 ou presque, hormis peut-être João Neves, j'ai pas trop suivi à Benfica ou en jeune s'il était encore plus haut, mais un Fabien Ruiz au Napoli, au Real Betis a joué dans ces postes-là, un Çalhanoğlu avec le Milan ou Hambourg ou les Leverkusen, Barella peut jouer un peu plus haut, ils peuvent jouer un peu plus bas aussi, un Vitinha, on a eu combien de débats sur son rôle, est-ce que c'est un 8, est-ce que c'est un mec devant la défense, un Mkhitaryan, il jouait 10 à Dortmund, notamment à la Roma, dans des rôles différents. En fait, tu te rends compte que c'est des milieux qui ont été réinventés, qui ont eu des deuxièmes vies. Surtout dans le cas de l'Inter, il y a eu un avant et un après Simone Inzaghi. Bien sûr, mais même si tu regardes bien Vitinha avant et après, Luis Enrique est différent. João Neves, on pouvait se poser la question, est-ce qu'il va être devant la défense ou ce qui était le cas en début de saison, ou un peu plus haut. Fabien Ruiz, il y avait des comparaisons avec Thiago Motta dans le style, etc. Finalement, c'est un joueur qui joue plus haut et ce sont des milieux de terrain qui sont aussi en mouvement. Moi, j'ai vu une fin de match contre le Barça où, quand Çalhanoğlu sort, un Mkhitaryan un peu plus bas, capable, et un Fratesi qui rentre. Tu sens véritablement que ce sont des joueurs avant tout très intelligents, qui s'adaptent, qui sont couteaux suisses. Et c'est trop important aujourd'hui dans le football moderne. Ouais, puis du côté de l'Inter, sur ce que Walid a évoqué, c'est des joueurs qui, même s'ils ont joué sur des postes offensifs là, et qui ont été un peu repositionnés, ils ont gardé cette envie aussi d'aller dans la surface de réparation, de marquer des buts, d'être décisifs. Et ça, c'est aussi un point fort pour eux parce qu'au-delà de... Et je pense que, par exemple, on parlait de Çalhanoğlu, il remplace un petit peu, entre guillemets, ce que faisait un peu un Brozovic à Boyer qui met des taquets et qui... Mais il a gardé aussi cette faculté à pouvoir être bon techniquement, offensivement et de pouvoir se projeter. Donc c'est là aussi où finalement leur milieu est complet à tous les niveaux. Et ça, surtout, c'est ce qui fait que leur solidité, en plus de leur expérience. On a déjà parlé bien sûr de la science des coups de pied arrêtés de Çalhanoğlu également, capable de marquer de grosses frappes également. Tiens, vous écoutez RMC Génération After 20h19 avec Yoann Crochet et Gabriel au 32-16. Salut Gabriel. Ouais, salut Nico. Supporter du PSG, bienvenue. On est heureux. Salut Gabriel. Ouais, bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être avec vous. Salut Gabriel. Alors, supporter parisien, vas-y. Ouais, moi je suis supporter parisien, donc effectivement, ça va être des redites, mais je pense que les deux équipes se valent. Après, c'est deux styles de jeu tellement opposés que c'est difficile d'évaluer individuellement les joueurs. À mon sens, je pense que sur le plan technique, purement technique individuellement, mon sentiment, c'est que le milieu de Paris est un peu plus fort techniquement balle au pied. C'est une impression, je ne dis pas que c'est une vérité, mais que c'est une impression. Et à mon avis, ce qui va être à l'avantage de Paris, parce qu'on va avoir le ballon, vu que le jeu de l'Inter, c'est de patienter gentiment derrière et d'avoir des transitions pas tout le temps, pas tout le temps, attention. Pas tout le temps, ouais. Pas tout le temps, mais quand ils ont une équipe qui tient le ballon, ils savent le faire et ils le font même très bien. Et je pense que là où ça peut faire une différence, c'est la jeunesse parisienne. Dans le sens où, est-ce que si on garde le ballon vraiment et qu'on les fait cavaler, des garçons comme Mkhitaryan, Çalhanoğlu, qui sont un peu plus vieux,
combien de temps ils vont tenir physiquement. Calhanoglu. Ouais, Calhanoglu, pardon. Calhanoglu, j'aime bien. Calhanoglu. Quand on regarde et qu'on écoute toutes les équipes qui ont joué Paris, on va dire les gros morceaux, que ça soit City, que ça soit Arsenal, que ça soit Liverpool, tous disent que physiquement Paris c'est une machine de guerre en fait. Et tous sont unanimes sur un point, c'est que c'est l'équipe qui à chaque fois leur a donné le plus de mal physiquement à tous. Ouais, je suis pas sûr que physiquement l'Inter soit atteinte par le fait que le PSG ait la possession ou autre. Parce que justement, ce qui fait leur force, c'est que même s'ils se mettent derrière, comme tu dis, et qu'ils attendent, c'est que tactiquement c'est tellement fort par leur culture tactique italienne, mais ils vont pas forcément courir plus que d'autres équipes après le ballon si justement c'est rodé tactiquement, c'est-à-dire que tu minimises les intervalles, tu minimises les espaces entre les lignes, les mecs ils courent pas forcément beaucoup. Hein. Oui, mais le fait de répéter des petites courses constamment tout le temps, à la longue c'est épuisant. Et si tu regardes les deux demi-finales aller-retour contre le Barça, aux alentours de la 70e minute, tu vois que l'Inter, physiquement, ils ont un creux et ils pêchent. Alors peut-être parce qu'ils ont eu une saison aussi qui est longue, compliquée, ils se sont battus jusqu'au bout, mais je trouve que sur cette fin de saison, quand on arrive sur les fins de match, 70e, 75e minute, l'Inter, il y a un creux. Et je ne suis pas sûr que Paris ait ce creux-là. Ils ne l'ont pas eu jusqu'à maintenant. Ils ne l'ont jamais eu d'ailleurs dans aucun match. Et je pense que c'est là-dessus que tu peux avoir une petite différence. Pour moi, c'est peut-être le seul truc sur lequel il y aurait une petite différence vraiment à l'avantage de. Mais là tu t'écartes du débat sur le côté intrinsèque des joueurs et du niveau. Non, je suis pas persuadé, ça y participe. Oui, mais là, il parle sur la saison. Là, il parle sur la saison actuellement, sur la dynamique. Sur les forces en présence, par exemple, si l'Inter est amené justement à souffrir sans ballon, la répétition des courses, ça peut être un élément important. Quand bien même, le Calhanoglu, Mkhitaryan, c'est du 12 bornes par match. La question de Nico, c'est quel milieu de terrain va manger l'autre samedi de toute façon, le milieu de terrain, il ne s'arrête pas à 3 joueurs. En plus. Oui, sur le banc. Si tu vas sur le banc et que tu regardes les deux bancs de touche. Et puis tu as raison sur le PSG. Dembélé redescend, participe aussi. Beaucoup mettent en avant, Johan également, la différence dans la profondeur du banc en faveur du PSG par rapport à l'Inter. Si un de ces trois se pète, imaginons samedi soir, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ce sera évidemment un énorme déséquilibre dans l'organisation du jeu interiste? Ça dépend lequel se pète, oui. parce que si vous avez un lequel est le plus important pour toi, par exemple? Pour moi, l'écart est le plus important entre titulaire et remplaçant, c'est Calhanoglu. Donc c'est Aslani. Aslani, c'est décevant. Et pour moi, je trouve que c'est j'adore ce joueur et je suis persuadé qu'il peut faire une grande carrière. Ça clique pas énormément à l'Inter. Il a eu beaucoup de difficultés. Est-ce que à cet âge-là, c'est aussi facile de lui dire mon grand, tu vas jouer un match sur 10 et ce match-là, il faut que tu sois exceptionnel? Est-ce que c'est vraiment facile pour lui? Je ne suis pas certain. Mais il y a un différentiel qui est beaucoup plus important. Mais si vous avez un Davide Fratesi qui entre et qui est un joueur qui marque beaucoup en entrant en jeu. Déterminant contre le Bayern et Barça. Exactement. Davide Fratesi, c'est 7 buts cette saison. La saison dernière, c'était à peu près autant. Les remplaçants de l'Inter, cette saison, c'est 12 buts, toutes compétitions confondues au milieu de terrain. Et les titulaires, c'est 15 buts. Et Calhanoglu tire les pénaltys. Sur ces 11 buts, Calhanoglu, je crois qu'il y a 7 ou 8 pénaltys. C'est beaucoup mieux, Fratesi, cette année non, mais en fait, Walid, ça dépend ce que tu attends de Fratesi. C'est ça, parce que moi je regarde pas cette saison, malheureusement, avec l'invisibilité de la Serie A. J'ai vu que l'Inter en Ligue des Champions, et Fratesi, on en dit souvent beaucoup de bien. Alors attention, là, il a été impactant contre le Barça, et on l'a vu, tout le monde l'a vu. Contre le Bayern, et contre le Bayern en Mondiovision. Mais sur ce qu'on attend, c'est même au quotidien, Fratesi, il a pris enfin la dimension qu'on imaginait après Sassuolo ou pas en fait, vraiment, ça dépend de ce que tu attends de lui. Alors déjà, il faut quand même préciser qu'il a traversé un moment personnel très difficile, avec des vrais problèmes familiaux, et ça lui a miné le moral, et c'est pas toujours évident. Ça dépend de comment tu réagis à ce type de situation. Si tu attends de lui qu'il soit aussi fort que Barella, je t'arrête tout de suite, c'est pas possible. Si tu attends de lui que
il soit excellent en projection. Fratesi, c'est vraiment un milieu de terrain de projection. Si tu lui donnes le ballon, tu attends qu'il fasse des transversales de 50 mètres, qu'il fasse des passages filtrants, des passes filtrantes de 20 mètres qui ouvrent les défenses en deux, c'est pas lui. Donc il faut l'utiliser aussi avec ses qualités. C'est ce que fait très bien Luciano Spalletti en sélection. Et quand vous voyez aussi Fratesi en sélection, vous vous dites, bah ouais, il est intéressant ce joueur-là quand même. Il a un statut qui est même plus affirmé en sélection aujourd'hui à l'Inter. Je pense qu'il a encore une énorme marge de progression, mais à l'instar de Barella, Barella était plus fort que Fratesi quand il arrive à l'Inter, mais Barella, beaucoup prennent aujourd'hui comme acquis la qualité technique de ce joueur-là. Je les invite à regarder la première saison de Barella à l'Inter. On n'est pas du tout sur le même type de joueur, donc peut-être que Fratesi peut aussi suivre cette trajectoire-là. Donc, voilà pour les milieux de terrain. Je remercie Maxime d'avoir fait le 32-16. Très bonne soirée à toi. À très vite sur Gabriel. Salut, Gabriel. À très vite sur RMC. Johan, merci. On te retrouvera très vite, bien sûr.